Des luttes et des plumes, on est ensemble jusque 20... quelle heure déjà ? 23h30. 23h30, j'allais dire 22h, mais non, c'est 23h30. Et on a plein de choses à vous voir. Ce soir, vous l'avez remarqué, c'est un petit peu le Capharnaüm chez nous dans nos têtes, parce qu'on est un petit peu fatigué quand même de nos journées, et puis parce que surtout, ça change un petit peu de d'habitude. On n'a pas d'invités. Alors, on n'a pas d'invités physiques, mais on a des invités quand même, des invités qui ont des choses à dire, des choses même plutôt sympas. Et ce soir, vous allez voir, on a la chance d'en avoir plusieurs. Pour commencer, par exemple, on a eu la chance d'interviewer Guillaume qui s'occupait d'une panic room, en fait, d'une escape room. Et ce soir, on va y revenir plusieurs fois. Ouais, c'est le thème. Pourquoi, parce qu'on a quelque chose par rapport aux escape rooms. Et donc on a eu Guillaume qu'on a rencontré à 3D, qui était venu présenter une partie de ce qu'il faisait. Et on lui a demandé justement, Panic Room, qui est le nom de son escape. Panic Room, ça existe depuis quand ? Alors on a ouvert en juin 2015, donc on a fêté les 1 an il n'y a pas très longtemps. À la base on n'avait qu'une seule salle, et la deuxième avait ouvert en novembre dernier. Et là du coup la première salle a été fermée depuis une semaine, parce qu'elle va être renouvelée. Donc là on est en travaux sur la première salle qui réouvrira d'ici octobre-novembre. Donc là actuellement on n'a qu'une seule salle qui est en service pour le mois à venir. Et en fait chaque salle, forcément c'est un jeu qui peut pas être fait plusieurs fois, la même salle. Une fois qu'on connaît toutes les énigmes, etc., on peut pas revenir pour les refaire. Mais c'est pour ça que très régulièrement, tous les 1 an à peu près, on aura une nouvelle salle avec à chaque fois une nouvelle histoire, nouvelle énigme, nouveau scénario, nouvelle ambiance, quoi. Donc là, avec les 2 salles, une fois qu'elle sera finie d'être rénovée, vous allez pouvoir proposer 2 scénarios différents ou C'est ça. D'accord, c'est pour faire deux salles différentes, 2 scénarios différents. C'est 2 scénarios qui ont vraiment rien à voir. Là, en fait, la première salle qu'on a fermée maintenant, c'était une enquête policière dans une chambre d'hôtel des années 70. Donc c'était une ambiance assez feutrée, il y avait du jazz, etc. Il fallait réussir à réunir des informations par rapport à un dangereux criminel qui venait. Donc là vous mettez plein d'objets, plein de choses qui rappellent cet univers, c'est ça ? En plus, années 70, c'était bien kitsch, et c'est un peu le but aussi d'aller vraiment dans le cliché parfois dans au niveau le détail. du thème. Ouais. C'est important, j'imagine d'ailleurs. Oui, c'est en fait. Après, les gens se font leurs films eux-mêmes à l'intérieur, donc pas non plus besoin d'en remettre trop. Et de toute façon, quand il y a beaucoup de gens qui passent, les objets ont une durée de vie assez limitée. Ah oui. Mais il y a des objets qui prennent pour des fois une énigme et c'est pas le cas. Comment ? Des fois ils prennent un objet peut-être pour une énigme mais c'est pas le cas. Ouais, voilà, il y a beaucoup de leurres aussi. Tous les sens. C'est ça, et en fait ça sert à rien. mais non, après quand même, de toute façon, on est là pour aider aussi. Alors, on a bien compris le principe, mais c'est vrai que c'est un truc un petit peu fou et un petit peu à part. On en a déjà parlé, les escape rooms. Et donc, on s'est demandé, Guillaume, comment t'es venue l'idée de faire une escape ? Alors, c'est une longue histoire. En gros, j'étais étudiant avant. Ma sœur était partie en Allemagne faire un stage. Elle a découvert ça à Berlin. Et c'est au moment où j'ai arrêté mes études. Elle est revenue, elle m'a parlé de ça. J'ai trouvé ça super sympa. Et il n'y en avait pas encore dans le Finistère. Et le seul en Bretagne, c'était Rennes. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à Brest du coup, et c'est comme ça que ça a démarré. 6 mois plus tard du coup on ouvrait ta salle. C'est ça, la première salle, et la deuxième a suivi dans les mois suivants, quoi. Alors on se doute que pour mener un projet comme ça à terme il faut être plusieurs, parce que entre les salles, les scénars et tout ça. Vous êtes combien vous à travailler à Panic Room ? Alors moi j'ai commencé tout seul pour les 2 premières salles. Maintenant on est 3. Donc moi maintenant je me charge un petit peu moins de tout ce qui est accueil du public, suivi des équipes, etc. Parce que pour ça en fait mes 2 autres collègues sont game masters, du coup c'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu. C'est eux qui accueillent les équipes, qui leur expliquent le fonctionnement. D'accord. Et qui les suivent pendant toute l'heure grâce à des caméras et des micros. Ils voient ce qui se passe à l'intérieur de la pièce et ils peuvent aider, envoyer des indices, envoyer des aides ou pas d'ailleurs, si on a envie un petit peu de les frustrer. Mais c'est là où on se prend un peu, ça fait un peu Big Brother au bout d'un moment. Et moi du coup actuellement je suis plus sur la conception des prochaines salles. D'accord. Tout ce qui est travaux, bricolage, etc. Parce que j'allais demander justement pour les scénars en fait. Ouais. C'est des scénars originaux à chaque fois. Ouais. C'est des choses que tu imagines. C'est pas des. Il n'y a pas un bouquin qui existe en disant les meilleurs escapes, reproduisez ça chez vous. Non, pas du tout. Là pour le basket, c'est ça qui est bien avec le concept aussi. C'est que du coup d'une ville à l'autre on est sûr de ne jamais tomber plusieurs fois sur le même scénario. À chaque fois, comme on est quasiment tous indépendants les uns des autres, il y a quelques franchises mais c'est assez rare. On peut tous proposer à chaque fois notre propre vision du truc et avoir parfois il y a des scénarios qui sont un peu similaires. Par exemple nous
sinon notre deuxième salle, c'est le laboratoire d'un savant fou. Il y a plusieurs escape games qui ont des laboratoires aussi, mais après c'est le seul point commun. Nous, après c'est au niveau de l'histoire, au niveau de là où sont cachés les indices, voilà, au niveau de ce qu'il faut faire. C'est ça, exactement. J'allais demander justement si entre escape, vous échangiez des fois des scénars ou des choses comme ça. Ça on me demande assez souvent, mais pour l'instant ça n'a pas été fait. Enfin du moins moi je l'ai pas fait parce que je pense qu'une équipe qui vient, qui est déjà venue à Panic Room, qui part en vacances à l'autre bout de la France et qui fait la même salle, ça pourrait être un peu embêtant quoi. Après il y aurait moyen, mais là ce qu'on va faire pour notre première salle qu'on a fermée, du coup on va la transformer en salle mobile pour par exemple là aujourd'hui si elle avait été prête on aurait pu l'amener, mais bon là en ce moment on est plus dans les travaux de la prochaine, mais en fait ça va se transformer en salle mobile et du coup on pourra l'amener sur des salons, des conventions, etc. On va la raccourcir un petit peu, elle durera environ 20 minutes, 30 minutes quoi. Et ça permet d'éviter d'avoir à la mettre à la poubelle et aussi d'éviter d'être tenté de la donner ou de la vendre, autant le dire, à d'autres pour qu'ils la réutilisent, alors qu'en fait il y a déjà plein de gens qui ont participé quoi. Alors là, d'accord, mais vu comme ça peut peut-être faire un petit peu peur et les gens vont se demander est-ce que c'est pas trop dur pour moi. Donc pour venir à bout d'une salle en fait, c'est quoi le niveau requis ? Techniquement, nos escape rooms sont niveau maternel, parce qu'en fait, il y a besoin d'aucune connaissance particulière. D'accord. On peut vraiment débarquer en ayant 0 de QI, on y arriverait. On aurait du mal sûrement, mais il y aurait moyen quand même. Parce que moi je te mets 6 grenouilles, je suis pas sûr qu'à la fin elles ouvrent la porte. Hein. On peut les aider un peu, n'oubliez pas qu'il y a des caméras à l'intérieur. C'est vrai. Mais pourquoi des grenouilles? Après non, au niveau de la difficulté, nos deux salles, donc la première qui a fermé maintenant mais qui va être remplacée par une salle de même difficulté, elle était à environ 50-60% de réussite. Et là la deuxième, celle qui est encore en cours et qui s'arrêtera d'ici 6 mois, 1 an, elle est à environ 30% de réussite. Donc elle est pas mal plus compliquée quand même. Vous pouvez proposer comme ça, moduler peut-être un petit peu de... le but c'est que ce soit relativement compliqué quand même, parce qu'il faut que les gens ils soient motivés tout du long quoi. Et alors, est-ce que justement c'est le même succès? Est-ce que c'est le même public, une salle qui a 60% de réussite, une salle qui a 30%? Est-ce qu'on va pas avoir des gros joueurs qui disent ah non, moi je veux celle où tout le monde échoue parce que je suis sûr que je vais y arriver? Alors si, en fait oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, c'est une super bonne question, on me l'a jamais posée, tiens. Comment je vais y répondre? C'est vrai que oui, souvent quand les gens m'appellent par exemple pour réserver une salle et qu'ils me disent on n'a jamais fait d'escape game, je suis tenté de les envoyer plutôt vers la salle la plus simple pour que déjà ils aient toute la logique qui rentre, etc. Et quand je leur dis qu'il y a une deuxième salle mais qu'elle est plus compliquée, ça arrive parfois que les gens me disent oh non, nous mettez-nous la plus compliquée. Bon, une fois sur deux, du coup, ils ratent, mais ils étaient prévenus. Mais on conseille quand même de commencer par la plus simple, parce que du coup, si on connaît pas le concept, souvent en fait, les premières 10 minutes, le premier quart d'heure, faut le temps déjà de comprendre comment ça va fonctionner, faut réfléchir à l'intérieur, etc. Et dans notre salle plus compliquée, si on perd les 10 minutes à démarrer, après c'est super dur. À 30 secondes près, c'est sûr. Ouais, sur la fin c'est super dur de réussir à finir, donc c'est pour ça que on conseille, mais après les gens choisissent. Et s'ils veulent vraiment du challenge, ils peuvent tester la salle à 30%. Et parfois il y a des bonnes surprises, ça marche super bien. Parfois ça bloque un peu quoi. Et qu'est-ce qui change la difficulté justement d'une salle à l'autre? Alors d'une salle à l'autre, en fait, c'est surtout la longueur des chemins logiques à avoir. Par exemple, dans notre salle à 60% de réussite, c'est souvent on trouve un objet, tac, c'est bon, on l'a. Éventuellement, il permet d'ouvrir un deuxième objet, mais c'est assez concret, c'est vraiment des choses qu'on peut tenir entre les mains et du coup, on a un objet, on l'associe à un autre, etc. Ça ouvrira. Bon, là, je simplifie un petit peu, c'est quand même un peu plus poussé, mais en gros, c'est des chemins logiques avec 2-3 étapes grand maximum. Et dans notre salle plus compliquée, c'est plus vraiment on obtient par exemple un anagramme, cet anagramme nous donne un nom, ce nom nous donne autre chose, ce autre chose nous donne encore autre chose, et enfin ensuite on arrive à ouvrir quelque chose. Alors généralement c'est vrai que c'est un loisir qu'on essaye de faire entre potes, de faire ensemble parce que c'est un défi qu'on veut relever avec nos copains. Donc c'est le genre de choses qu'on peut réserver en groupe. Mais est-ce que ça arrive, Guillaume, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ne se connaissaient pas avant une partie? Ça m'est arrivé une seule fois, une session d'inconnus, des gens qui s'étaient inscrits sur On va sortir, je crois qu'ils s'étaient fait une sortie. Du coup ils sont arrivés, ils se connaissaient pas. Et en fait ça marche super bien parce que du coup
disons que souvent ils vont boire un coup après et au moins ils ont un sujet de discussion parce qu'ils viennent d'avoir une heure à passer, ils sont passés une heure tous ensemble. Ouais, donc Et ils peuvent ça brise la glace, alimenter, ça brise la glace super facilement et du coup après ils vont boire un coup et là ils ont vraiment un sujet de discussion. C'est pas genre tu fais quoi dans la vie, il fait beau dehors, etc. Ça change un petit peu et ça s'était bien passé. J'avais un peu Résoudre peur. des énigmes et Ouais, c'est ça. dans la vie, c'est ça. Tu disais que ça se passe à Brest. Ouais. Ça se passe où exactement à Brest? Alors on est tout en haut de la rue Jean Jaurès. On est juste avant la place de Strasbourg. On est dans l'ancien local de BNP Paribas qui s'est exilé je ne sais où d'ailleurs et du coup on a récupéré ce local et voilà c'est bien desservi par le tram, par les bus, etc. Grâce à la place de Strasbourg ça draine pas mal du coup quoi. Donc vous avez récupéré la salle des coffres alors de... Ah ça je vais pas le dire, la banque. mais si je le dis pas ça veut dire oui en fait. Alors effectivement, au moment de l'interview, on a vu avec Guillaume que la deuxième salle était fermée pour travaux. Depuis, elle est ouverte. La nouvelle salle s'appelle Prisonnier du capitaine Kogan. Et en fait, c'est simplement, vous allez vous introduire dans la cale d'un navire pirate pour y voler un joyau et ressortir avant que le navire lève l'ancre. Donc, si vous voulez d'autres informations, allez à Brest, à la rue Jean Jaurès, ou alors, c'est plus simple, sur le www.panic-room.fr et vous aurez accès à leur site. Voilà pour ce qui était de Panic Room, l'escape room de Guillaume à Brest. Moi, je vais continuer tant que je suis en train de parler en vous présentant un jeu pour enfants justement. Bonjour, la voix off de l'émission ayant décidé de faire grève, c'est moi qui vais la remplacer au pied levé. Vous ne verrez pas la différence, ma prestation sera exceptionnelle. Attention, c'est parti. Introduction, petit sketch humoristique, effet sonore délirant, foule en délire, conclusion, retour à la réalité, retour de la voix off, et tout de suite un jeu présenté par Alexis. Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un jeu, donc je l'ai dit, un jeu pour enfants, qui s'appelle Les Héros de Cascaria. C'est un jeu qui vient de sortir chez Abba, donc là pas dans la gamme ado ou dans la spéciale jeu, c'est vraiment un jeu pour enfants dans la gamme des jeux en jaune. C'est un jeu de Benjamin Schwer, j'espère que je le prononce bien parce qu'il y a beaucoup de consonnes, S-C-H-W-E-R, donc Schwer. C'est le monsieur qui a fait Yeti aussi, qu'on a pu retrouver chez Matago. C'est illustré par Yann Kernke, qui a fait lui Attrape Trésor, pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, même 5, moi j'ai joué avec ma fille de 5 ans qui arrive bien, pour des parties d'à peu près une vingtaine de minutes. Donc c'est une quête initiatique pour les enfants. On met ça un petit peu avec un scénario parce que ça rend toujours les jeux un petit peu plus jolis. Les trolls ont dérobé le joyau magique. Et du coup, voilà, le peuple va craindre la colère des dieux. Il faudra l'aide des plus puissants guerriers pour aller récupérer le bijou qui se trouve dans le volcan. Pour cela, les guerriers vont pouvoir enfourcher qui sont griffons volants, qui sont arpenteurs de crête, et partir pour la quête. Donc c'est une vraie immersion narrative pour un premier jeu. On va jouer chacun à son tour, forcément, de jeu. Et pour ça, on va avoir 2 actions à son tour. Soit on va tirer une carte pour compléter sa main, en fait, pour la rendre plus riche. Soit, alors pour tirer la carte, pardon, je l'ai pas dit, c'est soit on la tire dans la pioche face cachée, soit on a un petit présentoir avec des cartes face visible et on la tire parce qu'elle nous intéresse fortement, mais on montre aux autres un petit peu la carte qui nous intéresse. Il n'y a pas que du hasard, quoi. Non, il n'y a pas que du hasard. Ou alors, si on veut pas tirer une carte, on peut simplement jouer des cartes de sa main. Et là, il va falloir jouer des cartes de même couleur, pas de même symbole, mais de même couleur. Et puis à partir de là, sachant qu'on ne peut jouer qu'une seule couleur par tour, il faut anticiper, se dire est-ce que je garde mes cartes pour les jouer un petit peu plus tard, pour essayer d'en avoir un petit peu plus de rouge, ou est-ce que je les joue maintenant, et puis tant pis, si après je retire une carte rouge, je devrais réattendre d'en avoir au moins une deuxième pour pouvoir la jouer. Et quand on pose les cartes, on va avoir plusieurs choix forcément. On va poser des cartes qui vont nous dire tu peux faire avancer tes arpenteurs des crêtes. Alors c'est des petits bonhommes en bois avec des autocollants dessus qui sont, on voit des guerriers en fait montés sur des espèces de gros castors. Alors pour les enfants c'est très beau. Puis eux ils parcourent le chemin de terre jusqu'au volcan.
Ou alors on peut faire avancer nos griffons reptiliens. Les griffons, ce sont des espèces de grands dragons ailés où on a les guerriers montés dessus. Et eux, ils vont prendre le chemin opposé, où il faudra passer et puis se poser sur des pierres, mais avec où il y aura la lave ou l'eau qui va. Donc tu ouvres des routes, quoi, un petit peu. Tu ouvres des routes. Ça. Chacun. Ça me rappelle les aventuriers du rail, un petit peu ce que tu me. Alors, sauf expliques. qu'on n'ouvre pas des routes parce que c'est un chemin très linéaire. C'est-à-dire, on va avoir une quinzaine de cases d'un côté, une quinzaine de cases de l'autre. Enfin, un petit peu moins de l'autre parce qu'ils volent, ça va plus vite. Et qu'il y a moins de cartes des griffons. Mais donc, une quinzaine de cases, contre, on va dire 6-7. Mais on a tous le même chemin. C'est vraiment dans la rapidité qu'on va avoir à le parcourir. Donc, le premier exemple en posant ces cartes, c'est ça. C'est faire avancer nos personnages. On a chacun un personnage de sa couleur de chaque côté, et puis on va avancer le plus vite possible. On peut poser des cartes qui vont nous permettre de récupérer de l'or. Ça veut dire qu'on a trouvé une pépite en chemin, et là on a, comme dans beaucoup de jeux, un petit tas de pépites dorées, et on va en prendre une. Ça représente des points de victoire pour la fin. On a des cartes marquées +2. La carte +2 va nous permettre de tirer 2 cartes au lieu d'une la prochaine fois, ce qui va nous permettre d'enrichir notre main aussi. Et puis voilà, puis après c'est au tour du joueur suivant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une énorme complexité. Non, et des pourtant, actions simples. non, des actions très simples. C'est pour ça que c'est accessible vraiment très très jeune. Et pourtant, moi, ma fille de 5 ans était à fond dedans. Elle y croyait vraiment. Est-ce que le thème est fort aussi ? Le thème est très fort. Elle voulait faire avancer son griffon. Elle était proche du volcan. Elle y croyait. Elle se dit, est-ce que je le joue, est-ce que je le joue pas ? Alors elle demandait un petit peu d'aide parce qu'elle jouait avec ses sœurs qui elles voulaient gagner aussi et qui lui disaient non, joue-la pas ta carte, ça sert à rien. Puis bam, elles essayaient d'avancer aussi. Et de toute façon, arrive un moment où on va retourner une carte qui est la carte cascade. Oui, parce que une fois qu'on a joué les cartes, elles vont dans une des fosses. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup moins de griffons que d'arpenteurs des crêtes. Et dès qu'on a la carte cascade, on récupère la défausse et on remélange toutes ces cartes pour redonner une nouvelle pioche. Dès qu'un joueur arrive dans le volcan, il prend le joyau, ça lui donne l'équivalent de 2 pépites, donc 2 points, et il met fin à la partie. Et à partir de là, c'est pas forcément parce qu'il est arrivé dans le volcan qu'il a gagné, puisque à part les points que ça lui apporte d'avoir le joyau, après on détermine les points par rapport à la position du volcan. C'est-à-dire que si je suis dans le volcan, j'aurai des points, mais si toi, ton griffon est le premier griffon près du volcan, tu vas gagner des points aussi, plus que celui qui a le deuxième griffon. Et puis si après, il y a l'autre qui est juste derrière avec son arpenteur des crêtes, il remarquera des points aussi. Donc suivant les pépites que tu as amassées sur le chemin et ta position, si ça se trouve, au final, tu auras plus de points que moi, qui suis quand même dans le volcan et qui ai mis fin au jeu. Donc une petite part de stratégie, une légère part de hasard parce qu'on peut piocher les cartes face cachée. On peut aussi préférer prendre celles qui sont face à nous et laisser nulle place au doute, on va dire. Mais comme tu le disais, un thème très fort qui fait que les enfants, il y a une vraie immersion avec un petit côté scénaristique où, comme il faut aller chercher le trésor qui vient de nous être volé par les trolls, on a nos guerriers et on y va. Et c'est une première immersion dans un monde, on va dire, un monde heroic fantasy, un monde, comme je l'ai dit, une quête initiatique. Donc, pour les enfants, moi je le conseille. Je l'ai trouvé vraiment très pertinent, très bien, très fun, avec une facilité d'explication et un vrai goût de reviens-y. Et justement, si tu joues avec ta fille qui a 5 ans, tu te dis pas je vais mettre sa misère ? Non. Alors d'abord parce que sadique. Ouais, non, mais c'est pas le but non plus. Non, mais c'est lui qui doit la calmer après quand elle pleure, forcément. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément. C'est là où c'est bien. Il n'y a pas forcément de vraie stratégie où tu te dis parce que moi j'anticipe vachement, je vais forcément gagner. Parce que si tu attends ta carte rouge et que tu tires que des cartes bleues, tu peux attendre longtemps. Et si elle les a, ces 3 cartes rouges, par une chance ou pas, elle va réussir à avancer quand même. Alors après. C'est vrai que quand tu joues tout le temps avec plus jeune que toi, tu es souvent amené à gagner plus facilement ou plus souvent en probabilité, on va dire. Parce que quand même, on réfléchit plus vite. Non, ils sont surtout beaucoup plus cons, les gamins. Ouais, mais je dois dire que c'est pas un jeu où je me dis, allez, on y joue pour vous faire plaisir, de toute façon, je vais gagner, quoi. Non, nous aimons les enfants. Oui, surtout les nôtres. Allez, on va faire une partie The Others.
Donc, les héros de Cascaria, un jeu de chez Abba, je vous l'ai dit, cette fois-ci pour les enfants, pas dans la gamme spécial jeu, mais vraiment, je le conseille parce que pour une première approche, c'est vraiment très très fun. Tout de suite, dans des luttes, un nouveau jeu. Ce soir, on vous parle de... Sol, de Pierre Buty. En un peu plus de... 2 minutes. Et... C'est parti. Excuse-moi, mais t'es pas en train de voler le travail d'Etu Games, là? Non, je rends hommage, c'est tout. Oui, tu ferais mieux de te mettre à écrire tes propres jingles, hein. Bon, ça passe pour cette fois, mais attention pour la prochaine, hein. Bon, Damien, c'est à toi, alors. Eh bien, figurez-vous que... Dans un recoin perdu de l'Atlantique se cache la mystérieuse île du Soleil. Non. C'est vraiment à toi. Ah ouais, c'est ça le souci, quoi. La voix est en grève, mais nous, on est obligé de bosser. Donc, Sol, c'est un jeu de Pierre Buty, édité par Catch Up Games et distribué par Yellow pour 35 € environ en boutique. Sol, c'est une petite heure de jeu, ou plus si vous avez 2 pieds gauche, pour 2 équipes d'aventuriers composées de 1 à 4 joueurs chacune à partir de 10 ans. Ça, c'est normal, c'est un âge logique parce que, comme le jeu se passe sur une île, on doit la rejoindre en bateau. Donc, on va pas nourrir un mioche de 8 ans pendant des semaines pour finalement s'apercevoir qu'il est pas assez costaud pour porter le moindre coffre et escalader la moindre falaise. De toute façon, c'est historiquement prouvé. La dysenterie en sera venue à bout avant même d'avoir passé les îles Canaries. Bref, la dernière fois que je vous ai parlé d'un jeu de l'éditeur lyonnais Catch Up Games, c'était pour le jeu Sapiens qui m'avait beaucoup plu visuellement. Il était très joli, voilà. Bon, pour un Pandémique Toulouse, par exemple, dont on parlera prochainement, on s'attend pas à une explosion de couleurs chatoyantes, mais à l'inverse, pour un thème plus léger, on va pas non plus engager le décorateur d'Alone in the Dark, le jeu, hein, bien sûr, pas le film. Le jeu est bien. Il est coloré et on s'attend à avoir un thème coloré, donc là voilà, c'est pareil sur le papier. Après on se dit que Sol, on va partir en expédition, fouiller une île, trouver un trésor, mais attention, faut faire gaffe, t'es pas seul sur le coup. Là de suite je pense à Indiana Jones, je pense à Stevenson, à Tom Sawyer, aux Cités d'Or, bref, je pense à vivre des aventures, mais surtout à des choses qui me donnent le sourire, et donc pour le coup pas forcément à Mission ou à The Fountain d'Aronofsky, voilà. Donc c'est pour ça que au niveau de la couleur, ça respecte totalement le thème du jeu, enfin en tout cas l'idée qu'on se fait du jeu. Et puis là, quand on voit le plateau, forcément ça nous donne la banane également. Parce que moi, quand je vois le plateau de Sol, j'ai déjà ma pelle et ma poêle à frire et j'ai l'impression que faire Koh-Lanta, mais seulement la première semaine, quand il nous reste encore plein de riz et qu'on est des fous et qu'on peut tous se gaver de riz parce qu'on en va en avoir pour des jours et des jours. Et ce beau plateau en relief, c'est un étage par strate géologique, donc le sable, la forêt, le plateau et la montagne, et les mercenaires qui sont tout autour et qui font un petit peu penser à du One Piece chez les Conquistadors. C'est à Nayad qu'on doit tout ça. Alors, déjà, je commence par adresser un grand bravo à lui et aux équipes éditoriales pour le rendu visuel qui ont fait un jeu à la fois cartoonesque sans être puéril et coloré sans être illisible. Bref, pour le coup, c'est que du bonheur. Alors, au niveau de la règle, pour le coup, là, c'est très simple. Il y a un trésor caché dans un temple, lequel, on ne sait pas. Et pour le trouver, c'est simple, on fait à peu près plouf plouf. Au bout de 3, tu iras voir dans ce temple. Je simplifie, mais c'est un petit peu le principe, vous allez voir l'idée. C'est qu'on a des temples, genre Pyramide Baya. Elles sont rondes ou carrées, vertes ou jaunes, à 1 ou 4 escaliers. Toutes les combinaisons sont représentées sur l'île, et quand on tombe sur une amulette, on a le droit de placer une carte correspondant à un des 3 critères, ou la forme, ou la couleur, ou le nombre d'escaliers. Quand on a révélé toutes les amulettes, on prend la majorité de chaque critère, et c'est cette combinaison qui indique où le temple, où le trésor se trouve, dans quel temple il se trouve. Mettons, par exemple, on a trouvé que le trésor allait se trouver dans le temple carré, vert et à 4 escaliers. Et là, c'est la course à celui qui arrivera le premier sur place. Alors, pour se déplacer, chaque équipe joue à tour de rôle la totalité de ses personnages, et chaque perso possède ses propres caractéristiques. Nombre de points de déplacement, de fouilles et de force pour les escarmouches. Toute l'île est divisée en secteurs je retrouve plus ma ligne. Voilà, toute l'île est divisée en secteurs, et dans chaque secteur, on trouve, et dans chaque carré, dans chaque case, on va dire, on trouve ou un bonus pour avancer, pour se battre un peu plus, ou les fameuses amulettes qui nous permettent de choisir où va se trouver le temple. Et comme on sait qu'il n'y a que 2 amulettes par type de sol, le sable, la forêt, etc., c'est, on va dire, c'est là où on va partir du côté un petit peu stratégique de dire « Ah, il y a déjà une amulette sable qui a été trouvée, j'ai plus de chances d'aller dans le sable là-bas parce que j'aurai de quoi influencer la partie, parce que si possible, j'aimerais bien que le temple qui renferme le trésor, ça soit celui qui se trouve à côté de mon bateau et pas celui qui se trouve à l'autre bout de la carte. » Et à la fin, ça se transforme vite en chaise musicale géante, à essayer de se placer au mieux pour la seconde partie du jeu. Et là, c'est la seconde partie, c'est rapporter le trésor.
Et puis bon, à ce moment-là, on se dit c'est bon, j'ai plus qu'à ramener le trésor, je l'ai avec moi, je suis au bateau, un petit peu comme dans le jeu dont tu parlais. Ben non, pas du tout, parce que mon bateau, il est de l'autre côté de la carte, alors c'est un petit peu mort. Et puis on se dit aussi, ah non, c'est l'autre équipe qui a le trésor, c'est gagné pour eux. Eh ben non, là, de ce côté aussi, c'est mort. Parce que c'est là que la partie peut devenir longue, car il faut être sur son embarcadère avec le trésor au début de tour. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de jouer, il faut attendre que l'autre équipe joue toutes ses actions et ensuite seulement, si tu as toujours le grand médaillon du soleil avec toi, eh bien on considère que tu as embarqué sur le bateau et que comme c'est pas le jeu pavillon noir dont on parlera une prochaine fois, bah tu as gagné. Mais si dans une de leurs actions, l'équipe adverse remporte le combat et te pique l'idole, et au passage te dégage sur une case un petit peu plus loin, un petit peu comme dans Colt Express, avec un léger bye-bye ironique, tout est à refaire. Et là, on est carrément dans du Tex Avery où le personnage le plus petit, il court les bras en l'air avec le médaillon, il se fait piquer le médaillon par le personnage un peu plus grand qui court dans l'autre sens, qui se refait piquer, voilà, etc., etc. Vous avez compris le principe. Alors en fait, je sais pas si le jeu se voulait vraiment comique, mais voir un tel foutoir quand on arrive à faire, avoir le tel foutoir qu'on arrive à faire dans une expédition qui paraissait pourtant super simple sur le papier, ça relève du génie. Alors, moi je suis un râleur, mais j'ai rarement autant ri à chaque fois que je perdais un combat parce que rien qu'à l'idée de me dire oh là là, faut se retaper tout le chemin en sens inverse pour essayer de faire un croche-patte à l'autre et lui récupérer son trésor, c'est épuisant mais c'est super drôle. Après, il y a des gens comme Yann, pour pas le citer, puisqu'on a discuté de ce jeu, qui n'a pas le même avis. Lui préfère le faire, c'est vrai, en général dans les jeux plus stratégiques. Il y a des gens comme ça qui vont quadriller l'île, qui vont utiliser chaque perso à 100% de ses capacités spéciales. Pour cela, effectivement, seul, c'est peut-être pas le bon investissement. Pour les autres, ceux qui voudraient le faire, non pas en mettant leur serveur de côté, mais je dirais plus à l'instinct qu'à la calculette, n'hésitez pas à l'essayer en association, en boutique ou même en festival, à l'acheter carrément, pourquoi pas. Pour départager ces gens, je vais finir par une petite blague qui n'a rien à voir, mais vous allez comprendre. C'est un mec qui cherche un cours particulier d'anglais, vraiment pas cher, hein, pour le coup pas cher du tout. Il trouve une annonce, c'est du 3,50 €. Bon, bah, il y va, il sonne à la porte, un gars lui ouvre et lui demande si c'est bien ici le cours d'anglais, et l'autre répond « If, between ». Voilà. Si vous avez compris, et même si vous avez ri, vous pouvez acheter seul. Si pour vous la réponse ne veut rien dire parce que vous avez trop réfléchi et que vous êtes trop fort en anglais, ben là, n'achetez pas le jeu. Et comme vous êtes des joueurs stratégiques, voilà, vous n'avez pas compris parce que vous avez essayé de traduire if, ça veut dire peut-être, between, ça veut dire entre deux, ben non, ça veut dire si, entre. Voilà, c'est la différence entre un joueur de sol et un joueur de jeu de stratégie. Très bien, merci beaucoup Damien pour la présentation de Sol, donc de chez Catch-Up Games. Ouais, j'inventerais, hein, Yann, on avait discuté de ça, de dire que la deuxième partie t'avait paru ennuyeuse pour ramener le trésor et que moi j'ai dit c'est vrai. Et que non, dis-le moi, hein, c'était avec toi que j'en avais parlé. Non, je crois pas. C'est possible que ce soit avec moi. C'est avec toi? J'ai pas relevé, mais c'était avec moi, je pense. Oh là là, ben alors voilà, comme je disais dans le papier, il y a des gens comme Louis qui trouvent la deuxième partie un peu trop longue. C'est vrai que ça peut. Non, en fait, c'est pas. La fois où j'ai joué à Sol, c'est pas qu'elle était trop longue la deuxième partie, c'est qu'elle s'est réglée en un tour. Ah voilà, donc t'es tombé dans le truc inverse, voilà. Quoi. C'est trop rapide. C'est temple, trésor et la personne était à l'autre. Ben, c'est un petit peu le. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on va poser les cartes pour choisir les critères, on va les poser côté visible ou selon certains avec des bonus côté caché, c'est-à-dire on peut savoir qu'on a mis 2 temples carrés, donc l'autre pourra pas reprendre la majorité avec le temple rond. On peut un petit peu se dire voilà, je sais que ça peut avoir une chance de tomber sur ce temple-là, je vais ramener discrètement mes personnages du côté de ce temple-là, donc c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un qui l'a fait vraiment stratégique du début à la fin, sur Yann. On va se faire... Bon, Yann, ça sera de ta faute quand même, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté rigolo et cartoonesque, parce que même quand on vit un combat, en fait, comme chacun a des petites particularités, des petits pouvoirs, et enfin moi je visualise énormément, et Sol, le plateau, et même si ce sont juste des personnages ronds avec un autocollant collé dessus, je les visualise et je les vois comme toi dans un Tex Avery en fait, en train de creuser, en train de faire son petit trou avec l'autre qui passe, paf, je lui attrape le pied, il se relève, il sort son petit couteau qu'il a entre les dents à la Sam le pirate, et puis tac, on a un gros nuage de poussière avec des poings et des mains qui sortent, et puis il y en a un qui est éjecté, et puis voilà l'autre qui repart en courant parce qu'il a réussi à gagner son et en fait ouais, moi je me suis bien marré. C'est vrai que je me suis bien marré aussi, hein. Tout du long de la partie je me suis vraiment bien marré, j'ai vraiment aimé le jeu, mais je suis resté sur ma faim, c'est juste ce point noir.
Et ben ça veut dire quand on est sur sa fin comme ça sur un jeu qu'il faut en faire une deuxième partie et une troisième et une quatrième. Donc c'est volontiers que qu'on refera des parties ensemble et voilà. Donc Sol, n'hésitez pas, comme disait Damien, à le tester, l'essayer, l'emprunter, l'acheter, à tout faire avec, de manière à vous faire votre propre opinion. On va faire la deuxième pause musicale de l'émission, cette fois-ci avec un rapport avec le jeu Sol justement. On va écouter Procolarum qui va nous chanter Conquistador. Jusqu'à 23h30, des ludes et des plumes sur Plume FM. Des ludes et des plumes jusqu'à 23h30, effectivement, ce qui nous laisse à peu près 1 heure ensemble et encore plein de choses à dire, des gens intéressants à écouter. On a entendu tout à l'heure l'interview de Guillaume qui nous parlait de Panic Room, son escape room à Brest, et on a aussi rencontré quelqu'un qui essaye d'en faire son métier, qui n'a pas forcément une salle à disposition et qui fait ça un petit peu plus mobile. C'est Jack, et Jack qui fait ça par le biais d'une association. Alors, on lui a demandé justement, l'association s'est créée quand ? Alors l'association s'est créée officiellement il y a 3 mois. Et c'est tout nouveau. Voilà, notre première opération a été sur le festival Les Ludofolies à Plouguifan. Ouais. Et ensuite, on a été présent sur le second festival, c'était la fête du jeu de Briec, donc qui se passait à Ederne, dans le coup. Et la dernière opération qu'on a faite en date, là, c'était le week-end dernier au Novomax à Quimper. Alors, 3 mois d'existence, déjà 3 opérations. On comprend que vous êtes une association plutôt active, qui pulse bien, quoi. Et quand tu parles d'opération, en fait, votre association fait quoi précisément ? Alors nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de rendre le jeu immersif. C'est pour ça qu'on s'appelle Immersive Game. Ouais. Notre sous-phrase, c'est au-delà du jeu, parce que vraiment, c'est ce qu'on cherche. Moi, à la base, je suis un rôliste. Ouais. Je suis joueur de jeu de rôle à temps complet, on va dire. Et ce qui m'intéresse quand j'ouvre un jeu de société, ça va vraiment être l'univers qui va m'apporter. L'immersion dans ton jeu. Les jeux abstraits, j'aime bien, mais ils m'intéressent beaucoup moins que des jeux vraiment à univers complet. Et je me suis rendu compte que en faisant des soirées jeux, j'aimais bien mettre de la musique d'ambiance thématisée sur le jeu qu'on est en train de jouer. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de faire des animations comme ça, notamment avec mon associé Gualarn, que c'était hyper sympa de faire un Masterium par exemple, vraiment dans une ambiance très complète. Libellude l'a compris aussi. Oui, comme on peut voir sur leur salon. Exactement. Et c'est vrai que ça apporte un plus non négligeable au jeu. Et nous, on a décidé de mettre vraiment le paquet là-dessus. Donc, à la base, on était parti sur des jeux de société augmentés. Et puis après, on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas forcément réceptif aux jeux de société, mais tout le monde était réceptif à l'univers. Oui. Donc, on s'est dit, autant l'ouvrir à plus de monde en faisant des jeux grandeur nature. Bon, évidemment, il y avait l'escape game qui existait déjà, les soirées enquête, les murder parties, tout ce genre de choses. Et donc, on s'est dit, et si on le faisait ? Et si on le faisait ? On l'a fait. Alors bien sûr, on s'est rendu compte au son là que c'est quelqu'un qu'on a rencontré à Tex pendant le festival. Ça rigolait bien, ouais. Alors Immersive Games, c'est vraiment une association donc qui nous propose quelque chose d'un petit peu unique, une escape room mobile. Alors l'avantage quand on est mobile, c'est qu'on n'a qu'à réserver en fait, puis c'est vous qui vous déplacez. Si je prends l'exemple de notre escape game qu'on a actuellement, donc elle s'appelle l'escape Sarus, qui se passe donc dans un monde futuriste. Nous, on arrive sur site avec notre Barnum. Il fait 3 mètres sur 4,50. Et à l'intérieur, on a notre escape qu'on monte. Ça nous prend un peu de temps de montage. Et ensuite, on fait tourner des sessions dedans. Il y a une cage avec des lasers. Il faut passer entre les lasers pour arriver à l'autre bout. De l'autre côté, du coup, il y a plein d'énigmes à résoudre, des ordinateurs, plein de trucs. C'est ça. Et ce qui est votre force, je pense, puisqu'on en a parlé avec plusieurs personnes qui ont des escapes, mais fermés. Donc, on est dans la pièce, il faut en sortir, mais il faut aller jusque là-bas. C'est que vous, comme vous êtes mobile et que votre Barnum peut se monter n'importe où, du coup, ça crée une facilité d'accès à ce genre de manifestation hors du commun, en fait. Association loi 1901. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, sur les manifestations, vous faites comment ? Vous faites payer quand même ? Il y a un coût, j'imagine, pour pouvoir monter tout ça et se déplacer ? Ça dépend vraiment des interventions qu'on fait. On peut venir gratuitement et ensuite faire payer aux gens.
On peut venir et annoncer un tarif à ceux qui nous font venir. Aux prestataires, ouais. Voilà, on peut facturer l'heure d'animation. Ça dépend vraiment, en fait, c'est à la négociation entre chaque groupe. Mais on a une grille de tarifs qui est établie où, si je prends l'exemple de l'Escape Sarus, on est sur 300 € de l'heure pour le déplacement. On compte dedans le temps qu'il nous faut pour la démonter et la remonter, le transport. Et à terme, du coup, après, le temps d'animation, il faut 2 animateurs pour animer cet escape. Et donc, on est à 80 € par heure d'animation. Voilà ce qui est plus proche de la réalité, effectivement. Oui, parce que 300 €, c'est le forfait complet. C'est le prix de la prestation, comme il nous l'a dit après coup. Il a dit non, je me suis un petit peu emporté dans mes propos. C'est pas 300 € de l'heure, on vous rassure, comprenant le déplacement. Et puis en plus, on vient de savoir. Et puis on va installer lentement parce qu'on a beaucoup de tubes. Non, vous inquiétez pas, une fois que vous avez payé, tout est compris. C'est bien 300 € la prestation. Alors, l'avantage quand on est mobile comme ça, comme eux, c'est qu'on peut toucher plus de monde qu'une escape room qui est installée à une adresse fixe et qui aurait besoin de renouveler son scénario plus souvent. Du coup, on a peut-être aussi un petit côté, est-ce que c'est facile de facilement changer de nouveautés? Est-ce qu'ils ont des nouveautés en préparation? Oui. D'autres idées d'évolution. Par exemple, l'escape qu'on a là, c'est un format qui dure une demi-heure. On a l'intention de le faire passer sur 1 heure. On a aussi une idée de la cage laser qui sert pour l'Escape Sarus. Moi, c'est vrai que c'est un plaisir pour tout le monde de passer entre les lasers. Ouais, j'imagine. Et du coup, on s'est dit, on est limité quand même à des groupes de 5 à 6 joueurs, on va dire, pour chaque session. Et ça dure une demi-heure. Donc finalement, le temps de brief et de débrief, il n'y a pas énormément de monde qui vont passer sur un festival dans la cage laser. Ouais. On s'est dit, on pourrait la populariser en faisant un modèle qui permettrait de faire passer les personnes une par une, mais en continu, quoi. Mais voilà, on est sur l'évolution, donc au fur et à mesure qu'on arrive à rentrer du budget, on le réinvestit immédiatement. Pour l'instant, on touche. Voilà. Et du coup, cet argent, pour l'instant, il sert à acheter. Là, par exemple, on va investir dans un projecteur parce qu'on s'est rendu compte, grâce au Novomax, que je remercie au passage, que l'ambiance lumineuse apporte aussi quelque chose de vachement impactant dans l'immersion. Et puis, vous qui recherchez l'immersion, justement, tout à fait. Donc, au maximum. Pour l'instant, on a l'ambiance sonore avec des sons samplés qu'on envoie selon les moments. On a des fonds sonores, on a des musiques. Et puis bientôt on aura des lumières aussi qui vont faire partie du truc, bien qu'on ait déjà le Barnum à la base qui est noir et occultant, donc à l'intérieur il peut faire totalement jour à l'extérieur et totalement noir à l'intérieur. On a de la fumée aussi, on a plein de choses pour faire que les gens soient vraiment dans l'univers. Donc voilà une deuxième façon d'aborder l'escape room avec l'escape room mobile d'Immersive Game. Là aussi vous pouvez retrouver plus d'infos sur leur site internet immersivegame.fr. Alors tout attaché et immersive, SIV à la fin. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est très très complet et très intéressant. Alors, c'est pas les seules expériences, on va dire, d'escape room qu'on connaît. Damien, toi aussi, t'en as rencontré là récemment. Voilà, moi je suis allé du côté de la médiathèque de Locminé et à la fois du magasin Ludis Factory à Pontivy, puisqu'ils organisent le week-end prochain l'opération Brescape Game. Ça va être une opération un petit peu inédite parce que 4 médiathèques de Bretagne vont jouer en même temps. 4 équipes, donc dans 4 médiathèques, vont jouer en même temps, vont faire le même escape avec des énigmes différentes chacune de leur côté et puis des énigmes en commun où il va falloir communiquer d'une médiathèque à l'autre pour avoir les réponses à ses propres énigmes. Alors j'ai demandé à Christophe, donc, qui gère ça au niveau de la médiathèque de Locminé et qui est également à l'origine du projet, comment lui est venue cette idée. Le principe des escape games en médiathèque nous est venu par le biais des réseaux sociaux. Donc on fréquente des groupes de bibliothécaires sur Internet, donc de jeux vidéo en bibliothèque ou jeux en bibliothèque, et on voyait de plus en plus d'animations se mettre en place de type escape game. On a eu envie d'organiser ça dans notre médiathèque, puisqu'on avait déjà ouvert un espace jeu de société. On organisait également des jeux de rôle type loup-garou. Et donc on voulait aller un tout petit peu plus loin dans la démarche et donc demander à notre partenaire habituel, donc Ludis Factory, Sébastien Lenoir, de nous organiser un jeu de société, une vraie escape game dans notre médiathèque. En fréquentant donc les réseaux sociaux, on avait également envie de s'associer à plusieurs et de faire un projet en collaboratif, donc à savoir les médiathèques de Languidic, de Auray, de La Bouexière près de Rennes et donc Locminé. Donc l'idée c'est de faire un jeu à 4 en même temps,
Sébastien Lenoir va distribuer les énigmes à tour de rôle dans les différentes équipes. Et chacun dans son coin, les groupes vont devoir essayer de résoudre ces énigmes. Et simplement pour introduire du collaboratif, à un moment donné, on va être amené à se contacter les uns les autres pour obtenir des renseignements, pour pouvoir arriver à la fin du jeu. Alors forcément, gérer 4 groupes différents dans 4 lieux bien distincts, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Donc j'ai demandé à Sébastien s'il avait suivi un entraînement particulier pour relever ce challenge. Bah ouais, exactement. Bon, je passerai déjà sur les enregistrements vidéo où ça m'a passé une journée à refaire 20 fois des prises parce que j'étais pas satisfait, entre autres au niveau des dialogues, mais pour l'animation elle-même, oui, il faut que je m'entraîne. Déjà, je vais la faire playtest à un groupe de joueurs pour voir si je suis bien calé au niveau de mon temps et que je vois du coup que je m'entraîne pour mes timings, pour voir à quel moment je vais pouvoir intervenir, combien de temps ça va leur prendre, enfin combien de temps je vais intervenir et le temps que ça leur laisse derrière pour les énigmes. Enfin ouais, c'est du boulot et c'est de la répétition effectivement. Et le jour de l'escape en lui-même, il va falloir surveiller mais aussi communiquer avec les 4 médiathèques. Ça aussi c'est un challenge, même pour quelqu'un qui est déjà rodé aux GN, aux escapes et à l'animation en règle générale. Au-delà de les lancer dans le jeu et à la fin de voir leurs réponses, je vais devoir ponctuellement intervenir s'ils sont bloqués, pour les débloquer sur certaines choses, leur donner des indices supplémentaires, leur donner du contenu supplémentaire en cours de route. Donc ouais, je pense que ça va être un sacré défi pour minuter tout ça correctement. Alors ensuite, j'ai demandé à Christophe, est-ce que le lieu médiathèque, est-ce que c'est juste un local qui est choisi comme ça parce qu'ils font une médiathèque, ou est-ce qu'il va servir, la médiathèque va servir à l'intrigue? Donc là, juste le thème principal, on va rester dans le thème du steampunk. Donc une ambiance un peu rétro-futuriste, dans l'ambiance de Jules Verne. On aura certainement à rechercher des éléments dans les ouvrages de la médiathèque. Et donc dans les 4 médiathèques, on a déjà sélectionné un certain nombre d'ouvrages dans lesquels on va glisser des indices qu'il va falloir rechercher. Donc il ne faut pas qu'ils soient empruntés d'ici vendredi. On les a mis de côté. L'histoire, l'ambiance est assurée par Sébastien. Le lieu, ce sont les médiathèques qui participent à cette opération. Mais pour le décor, on sent tout de suite chez Christophe le travail de recherche minutieux pour arriver à coller au maximum à cette ambiance, à cet univers pourtant totalement fictif. Alors en fait, en recherchant également des informations sur le mouvement steampunk en général, on est tombé sur des articles de presse qui faisaient mention d'un passionné de steampunk sur Noyal-Pontivy. C'est une personne qui s'appelle Fernand, qui a son nom de scène qui s'appelle Nick2, qui a 66 ans et qui participe régulièrement à des regroupements steampunk en France, un peu partout en France. Ce monsieur, lui, va nous proposer des objets sur le mouvement steampunk. Donc on a déjà récupéré un certain nombre d'objets qui vont nous servir à décorer la médiathèque pour lui donner une petite ambiance un peu plus rétro-futuriste. Voilà. Alors là, pour ce vendredi, parce que ça se passe donc vendredi prochain, ça se passe ce soir si vous écoutez la rediffusion de l'émission, c'est complet. Dès que la proposition a été mise en ligne sur les médiathèques, tout le monde s'est rué dessus, il n'y avait que 8 places, bon, ça fait comme 32 personnes sur une seule session d'escape, mais voilà, ça s'est rempli de suite. J'ai demandé à Christophe, est-ce que c'est une expérience comme ça tentée parmi tant d'autres des animations proposées par la médiathèque, ou est-ce que c'est la première d'une longue série, pourquoi pas? Alors c'est vrai qu'à Locminé, on tente beaucoup d'expériences comme ça, innovantes, sur les types de concours de jeux vidéo. Là, avec cette opération, effectivement, c'était une première tentative. Bon, on voit bien qu'il y a un engouement général sur ce type de jeu, de type escape game. Donc là, le but du jeu, c'était vraiment de faire une première avec Sébastien, mais on sait très bien que ça va amener, ça va découler à d'autres expériences, d'autres types de jeux par la suite. Une affaire à suivre donc pour les amateurs d'escape. Le mot de la fin, je le laisse à Sébastien qui remet sa casquette de patron de la boutique Ludis Factory à Pontivy pour qu'il nous parle de ses coups de cœur en ce début de l'année et des attentes ludiques pour l'année 2017. Et vous allez voir, ces réponses ne sont pas très éloignées du thème de l'émission de ce soir. Pour l'instant, le coup de cœur, il y a une log que je viens de recevoir, que j'ai commencé à tester hier soir et que je trouve très très bien fait, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des jeux nouvelle vague avec applications qui sont vraiment efficaces sur 2017. Et en grosse attente, j'ai Codenames, la deuxième version de Codenames qui doit sortir courant mars. Le premier avait déjà fait un carton et ils en font une nouvelle mouture basée sur des images et plus sur des mots en gros au niveau du matériel de jeu. Donc ça va changer un petit peu la donne.
Et celui-là, j'attends aussi énormément. Voilà, donc l'opération Brescape Game complète pour ce vendredi, mais peut-être une chose à renouveler et à suivre pour les amateurs du genre. Un des intervenants, je l'ai rencontré en direct à la médiathèque, l'autre était par téléphone, je vous laisse deviner lequel était lequel. Oui. C'est payant comme pour les participants Non, c'était gratuit, c'était une sur inscription à la médiathèque. C'est pris en charge par la médiathèque, sûrement. C'est une très très bonne expérience, c'est une très bonne idée. Ça laisse à nouveau présager du très bon, parce que dans l'escape, comme il le dit, c'est quelque chose qui était en cours on en parle depuis quelques temps, mais qui est vraiment en cours d'émergence de se démocratiser. On en trouve de plus en plus. Les escapes deviennent mobiles pour aller vers les gens si les gens ne peuvent pas se déplacer. Maintenant, on se dit, une fois qu'on a fait un principe d'escape, on a trouvé qu'est-ce qu'on va pouvoir rendre innovant. Et ben, une escape qui doit communiquer avec une autre escape pour se fournir des indices. Voilà, on a franchi un palier, on est à travers le miroir, quoi. On se parle. C'est un vrai challenge. Je pense que j'irai les voir après l'escape pour avoir une sorte de histoire retour. de savoir ce qu'il en est, parce que l'idée est très très bonne. Il y a eu des choses en off que j'ai pas diffusées pour pas révéler l'intrigue, mais voilà, c'est quand même un gros préparatif, et pour les médiathèques et pour Sébastien, pour se préparer à ce genre un travail de dingue. Alors effectivement, je comprends que ça a été pris d'assaut aussi, au niveau des réservations. C'est forcément... c'est une expérience. Je pense que oui, on est passé à côté, mais on aurait volontiers. Se serait volontiers inscrit. Enfin, moi, j'aurais pas été là, mais vous seriez volontiers inscrit, je pense. Sans souci. Donc, justement, Sébastien nous parlait d'un petit jeu dans ses attentes 2017, d'un petit jeu qui venait de tester. Codename, qui va sortir au mois de mars. Et on en avant-première. Et moi, je vais vous parler de l'autre jeu dont il nous a donné le nom. Et voix off, tu fais grève? Bah oui, parfaitement, je fais grève. Bah viens défiler avec nous, tiens, je te file un tract. Fais voir. Nous les voix off, on en a marre. Ce soir, dans des luttes, on veut un nouveau jeu présenté par Alexis. Mais c'est pas un tract, ça. T'as failli me faire un jingle. Bon, bah, puisque c'est fait, Alex, c'est à toi. Alors justement, je vais vous parler de Unlock, puisque comme lui, j'ai eu la chance de pouvoir le tester. Unlock qui vient de sortir, il est sorti vendredi dernier, donc tout neuf. Tout chaud. Alors, au moment où je vous parle, il n'a que 3 jours, et pourtant il fait déjà beaucoup parler de lui. C'est un jeu de Cyril Demeg qui a fait Is, qui a fait Bombay, qui est aussi le fondateur d'Istari, qui a officié dessus avec Thomas Coe, Alice Carroll, illustré par Arnaud Demeg, qui est le frère du premier justement, qui lui a déjà officié aussi sur Shakespeare, Starfighter, Sherlock Holmes, Détective Conseil. Il est illustré aussi par Le Grut, Pierre Santamaria, Florian de Guessincourt. C'est une édition Space Cowboy, voilà, donc distribuée par Asmodée pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 60 minutes. 60 minutes maximum, puisque c'est le même principe. Voilà, c'est chronométré. Alors effectivement, on vient de parler pendant 3 interviews du principe des escape rooms. Le seul hic, effectivement, c'est loin, c'est cher, j'ai piscine, j'ai peur, je connais pas, faut y aller, faut se déplacer, faut être nombreux, faut trouver des copains, faut ci, faut là. Plein de bonnes raisons pour regarder et se donner envie, mais ne pas franchir le cap d'y aller. Et bien maintenant, on peut retrouver le plaisir de l'escape room à la maison grâce au jeu Unlock. Unlock, effectivement, fait partie de ces ovnis ludiques que savent nous présenter les Space Cowboys. On a eu Time Stories qui a fait parler de lui à un certain moment, et nul doute que Unlock va en faire tout autant. Le principe est on ne peut plus simple, pour une réflexion pourtant hautement poussée. On possède un deck de 60 cartes, et ces 60 cartes à elles seules nous fourniront 1 heure de triture-ménage, on va dire. 1 heure pour trouver la solution et avoir des points. Mais vous allez voir, certaines énigmes peuvent nous bloquer bien plus longtemps en fait. Dieu merci, à part pour les points, en vrai on disait 1 heure, mais on a le temps qu'on veut. C'est juste si on dépasse le délai, on va s'asseoir sur les étoiles, on l'aura fait comme des Mickey. Mais en même temps, on fait ce qu'on veut. C'est notre jeu. On fait ça. C'est ça. Alors la première carte du deck, elle nous plonge dans l'ambiance. Elle nous scénarise la raison de notre emprisonnement en fait. Et puis à son verso, on va avoir la représentation d'une salle avec des numéros visibles dessus. Les numéros, ce sont juste les numéros de cartes que l'on va pouvoir récupérer dans le deck. S'il y a le numéro 3, je cherche la carte numéro 3 et je pourrai la révéler, et ainsi de suite. Ces cartes, une fois révélées, vont représenter soit de nouveaux lieux, soit des objets accessibles.
Et comme dans tout escape ou un bon jeu point and click, en fait, il va falloir combiner les objets entre eux pour espérer avancer dans l'histoire et trouver de nouvelles cartes. Tiens, cette carte où on voit cette clé qui porte le numéro 8 et ce coffre qui porte le numéro 11 sur la carte, si je les combine, ça va me faire 8 plus 11, 19. Est-ce que la carte 19 existe? Tac, tac, tac. Si la carte n'existe pas, c'est que ma combinaison ne mène à rien. Et si la carte 19 existe, je peux la prendre. Et là, je me rends compte, oui, on voit, j'ai un coffre ouvert sur l'image. Je vais pouvoir me défausser de ces deux cartes qui ne me serviront plus. Et dans ce coffre ouvert, j'aurai des nouveaux numéros me donnant accès à de nouvelles cartes qui vont me permettre d'avancer dans l'histoire et dans ma recherche. Des fois, afin de rendre le jeu un petit peu moins facile, c'est vrai qu'il faudra chercher un peu plus. Les numéros ne seront pas forcément évidents. Il faudra prendre la carte et vraiment chercher le numéro qui peut être caché, incrusté un petit peu dedans, de manière à ce que ça ne soit pas non plus qu'une succession de cartes à dévoiler. On va se dire, je vois bien que là, il me faut quelque chose, mais je ne le trouve pas. Et ça va être une petite joie un petit peu frustratrice de se dire il y a moyen d'avancer mais je ne vois pas comment. Alors tout cela se joue en coopératif, bien sûr, face à un chronomètre. Le chronomètre est géré par une application qui ne nécessite pas Internet. C'est important parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a l'application, on peut y jouer partout. Cette application va nous permettre de calculer notre score, de nous fournir des indices si vraiment on est perdu, en disant « Attends, est-ce que tu t'es bien intéressé à telle carte ?» Et si vraiment on est encore perdu, on peut en plus avoir des indices qui vont nous indiquer où se trouvent les chiffres cachés, du style « Mais est-ce que tu as bien regardé au niveau du coffre ?» Vraiment, je pense qu'il y a un truc au niveau du coffre. Donc là, on sait. Et éventuellement, grâce à l'application, le jeu va nous permettre de découvrir des codes, puisque c'est une succession de codes, et on va rentrer des codes qui vont nous permettre, à leur tour, soit le code est erroné et on perd du temps, soit le code est bon et on a soit des nouvelles cartes en disant oui, vous prenez telle carte numéro un tel, ou alors vous débloquez ou vous gagnez, puisque bien souvent pour gagner ces scénarios à base de cartes, il faut rentrer un code final qui va nous permettre de débloquer la porte en fait. Les codes donc nous conduiront à une avance scénaristique ou à la victoire. Alors, comme pour Time Stories, beaucoup de gens ont décrié la rejouabilité du jeu. Mais en fait, c'est une rejouabilité comme ces jeux un petit peu legacy, ça veut dire où on disait « Ah là là, mais une fois qu'on a fait le jeu, c'est terminé ». Oui, mais c'est au profit d'une vraie expérience ludique. Comme on a dit que le net ne remplaçait pas les boutiques physiques, Unlock, c'est sûr, ne va pas remplacer une réelle escape room. Mais comme, malgré qu'on le dise, on ne boude pas son plaisir et la facilité d'aller sur Internet et d'avoir accès à des nombreux avantages pécuniers, des soldes, des machins, et de pouvoir commander du fond de son canapé, Unlock réussit lui aussi quand même à faire mouche et à remplir son office. Il nous surprend, il innove, il amuse, il plaît, il crée une envie, c'est vouloir parce que quand on a testé le tutoriel, ou même la version print and play qui était jouable avec juste une version démo en fait, quand on a joué à la démo, on a envie de faire le 1. Puis quand on a fait le 1, vraiment on veut faire le 2 et le 3 parce qu'il y a 3 scénarios disponibles pour l'instant. C'est un petit peu addictif parce qu'on retrouve tout ce plaisir dans son canapé, de discuter avec les copains et de se dire mais vraiment je pense que je peux être plus fort que ce jeu. Et justement, si là on part du principe que c'est l'adaptation de quelque chose qui existe, est-ce que ça peut pas être acheter Unlock comme réserver une salle d'escape pendant 1 heure si on a fait le tour des escapes de sa région? Si on est amateur de ça, ça peut être une dépense comme une autre. Cette fois-ci, on achète le jeu, on le fait chez nous. On l'a dit tout à l'heure, les escapes, malgré tout, sont quelque chose qui coûte. Quand on arrive, il faut souvent être 5 ou 6. Et on va payer par personne un prix allant de des fois plus de 10 €. Ce qui fait qu'à 6, on va se retrouver à atteindre pas loin des 100 €. Et là, pour moins de la moitié du prix, parce que c'est une quarantaine d'euros, on se retrouve avec non pas une, mais 3 escapes d'1 heure. 3 soirées, on va pas bouder son plaisir, vraiment. Donc finalement, c'est vrai que c'est pas forcément un jeu qu'on pourra ressortir facilement, mais c'est un jeu qu'on pourra conseiller, prêter, qu'on prendra plaisir. Moi, je sais que je suis très très visuel et que je peux prendre autant de plaisir à regarder mes potes sur une histoire que je connais, où moi je vais me dire mais ils sont vraiment cons, ils voient pas le numéro dans le coffre là, et les voir galérer, et je prendrai autant de plaisir. Ce qui veut dire qu'au moins je pourrais la revivre ne serait-ce qu'une deuxième fois, ce qui va me permettre de la vivre 6 fois. Et là clairement, c'est plus du tout cher, quoi. Alors, partout, on le présente comme le jeu de l'année 2017. C'est bizarre parce qu'on n'est qu'en février, il reste encore 10 mois derrière. Mais aujourd'hui,
Moi, je suis d'accord. Et je pense que c'est l'événement ludique. Moi, de je voulais savoir, 2017. Alexis, si les scénarios, ils avaient leur propre deck, chaque deck Ah, moi, j'ai allait pas avec envie de un te scénario. répondre. Non, si, si, bien Ouais. sûr. Chaque deck, en fait, de 60 cartes est un C'est un scénario scénario à en part lui-même. entière. Ah oui, on va pas pouvoir recombiner des cartes Non. pour en faire un nouveau scénario, par Ah non, exemple. c'est vraiment des cartes spécifiques à cette histoire. De toute façon, l'application, tu choisis au départ quelle histoire tu lances. Et comme les indices, tu vas pouvoir les demander, tu dis bah, je veux un indice sur la carte numéro 17. C'est par rapport à cette histoire-là. Et si tu as mis une autre 17, tu comprendras jamais pourquoi il te parle d'un coffre et d'une clé, alors que face à toi, tu as une baignoire avec un poussin. Quoi. Tu te dis, mais... Ouais, dans le scénario de base, justement, tu es prisonnier d'un asile. Dans le deuxième, tu es prisonnier tu dois t'échapper d'une ville remplie de zombies. Ils nous ont remis les scénarios de Time Story, là, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Non, non, justement, c'est bien plus poussé que ça. Les scénars sont scénarisés, en fait, juste ce qu'il faut pour te mettre dans l'ambiance et après te laisser te débrouiller. Dans la version, donc, par exemple, pas du tutoriel, mais de la démo, il y a des choses assez innovantes, parce que je ne veux pas dévoiler ceux de l'intrigue principale pour les gens. La démo, c'est une démo qui est en print and play que vous pouvez télécharger sur Internet, sur le site des Space Cowboys. Et voilà, et rien que dans celle-ci, une démo qui fait 20 cartes au lieu des 60. On en a quand même pour 1 heure de jeu au niveau du chronomètre. Et on a des très très belles surprises, notamment dans les codes et dans les choses où on se dit ah ouais, ça j'y avais pas pensé. Et voilà, au niveau du tirage de cheveux, à chaque fois c'est présent quoi. Mais non, c'est une vraie pépite. Hein. Mais c'est vrai que quand on y joue et qu'on n'a pas l'habitude de faire des escapes, commencer par le tutoriel, c'est intelligent parce qu'il y a des subtilités qu'on voit pas forcément de base. Tutoriel, tout ce qui est code couleur, tout ce qui est. C'est ça. Le tutoriel c'est vraiment fourni intéressant. dans le jeu, en fait, c'est un tutoriel d'une dizaine de cartes. Et il est créé de telle manière à ce que tu apprennes à jouer sans avoir à lire les règles. C'est-à-dire, si tu lis les règles, tu auras exactement les mêmes données qu'en faisant le tutoriel de 10 cartes, qui est là vraiment pour t'indiquer une clé, un coffre. Oh, mais si je combinais cette clé avec le coffre, c'est marqué, j'ai qu'à additionner ça avec ça, tac, tac, ah oui, je prends la carte. C'est du coup beaucoup plus digeste à s'approprier. C'est ça, et en fait, tu as fait une première aventure, une petite aventure qui t'a pris, ça prend 10 minutes, le tutoriel prend 10 minutes, le chronomètre est réglé sur 10, et tu as appris à jouer, et après tu passes à tes 4 histoires d'1 heure. Ça serait mignon s'ils faisaient ça dans tous les jeux, un petit plateau avec un seul petit pion, une seule ressource à ramasser. Un dé où tu es sûr de faire 2, parce que tu as 2 partout, parce que c'est la case 2 qui est intelligente. Ouais, tiens, on va leur proposer. Je suis sûr qu'ils ont que ça à foutre. Merci pour ta participation, Damien. On va écouter des gens qui réfléchissent autrement et qui ont bien plus de choses à dire, puisque c'est nos amis justement Etugame, nos amis du Canada, qui vont cette fois-ci nous présenter Seven Wonders Duel, avec même une petite surprise. Seven Wonders Duel d'Antoine Boza et Bruno Catala en 2 minutes, c'est parti! Seven Wonders Duel nous ramène à l'époque de la construction des merveilles de l'Antiquité pour un duel épique entre 2 civilisations. Les 2 joueurs observent les cartes disponibles sur la table. À tour de rôle, ils en prennent une et l'installent devant eux dans leur cité. Ces cartes peuvent vous donner des richesses ou des points de victoire en fin de partie. D'autres représentent des ressources qui sont maintenant produites par votre empire. Certaines cartes sont gratuites. Pour d'autres, il faudra payer. D'autres encore nécessitent que vous ayez déjà devant vous certaines ressources. Comme ici, Dubois, pas Claude Dubois. Mais si vous n'avez pas la ressource exigée par la carte, vous pouvez quand même l'avoir en payant 2 sous par ressource manquante. Plus 1 sou par ressource de ce type produit par votre adversaire. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Vous pouvez aussi ignorer le contenu d'une carte et la sacrifier pour construire l'une de vos 4 merveilles, si vous pouvez en payer le prix. Vous obtiendrez ainsi un shitload de points de victoire. Finalement, si vous êtes pauvre, vous pouvez défausser une carte que vous venez de choisir pour obtenir 2 sous. Plus 1 sou par carte jaune dans votre empire. Détail dans le livret de règles. On répète le tout jusqu'à épuisement des cartes. Ensuite, on se réinstalle pour un 2e, puis un 3e round. Le joueur avec le plus de points à la fin remporte la partie. Nota bene, certaines cartes peuvent arrêter la partie prématurément. Les cartes technologie donnent des petits bonus si vous en jouez 2. Mais si vous arrivez à en obtenir 6, votre avancée technologique est telle que vous gagnez instantanément. Yes, science! Même chose pour les cartes militaires. Chaque icône combat pousse ce joli marqueur vers votre ennemi. Et si vous négligez ce bras de fer guerrier, il est possible qu'il se rende jusqu'à votre capitale. Alors, vous perdez. Pour s'inscrire dans l'histoire, quel chemin empruntera votre peuple? La culture? La domination militaire?
ou la connaissance. And like a lot of us are really smart. I'm really smart. Un jeu parfait pour les couples où plusieurs chemins mènent à la victoire. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous parler de la toute nouvelle expansion du jeu. C'est plate parce qu'elle est vraiment bonne, mais... Ah, puis fuck off! Panthéon en 1 minute, c'est parti! Panthéon ajoute des pouvoirs divins au jeu de base. Un nouveau pan stratégique, des nouvelles cartes et une nouvelle plaquette de jeu. La mise en place demeure la même, mais vous ajoutez ces petits jetons sur certaines cartes. Le joueur qui libère la carte prend aussi ce jeton représentant l'un des 5 panthéons. Divinité guerrière, scientifique, commerciale, etc. Après avoir pris le jeton, il pige 2 cartes de ce panthéon qui donneront éventuellement un pouvoir spécial. Il en choisit une et la place où il veut sur le plateau. Vous constaterez que l'endroit où l'on place le dieu fait qu'il est plus cher pour un joueur que l'autre. Mars, ici, va coûter 3 sous à Pierre-Louis. Mais Benjamin, lui, devra verser 8 sous pour l'invoquer. Et oui, parce qu'à partir du round 2, plutôt que de choisir une carte, un joueur peut maintenant invoquer un dieu en payant le prix indiqué. Les joueurs ont alors plus d'options. Un tour peut maintenant être plus que juste prendre une carte. Les pouvoirs sont super intéressants et peuvent causer des revirements dramatiques de fin de partie. Allez, que les dieux soient avec vous et amusez-vous! Are you not entertained? Bon, bien entendu, il nous reste encore quelques micro-détails à t'expliquer. Mais si tu veux en connaître davantage, inscris-toi sur notre chaîne YouTube, deviens fan de notre page Facebook, suis-nous sur Instagram et sur Snapchat. Aussi, si tu veux voir nos vidéos en avance, avoir des exclusivités ainsi que des rabais à profusion, rends-toi sur notre Patreon et contribue à notre campagne de sociofinancement. Ça va nous donner un maudit bon coup de main. Ciao! Voilà, c'était donc Etu Games qui présentait Seven Wonders Duel et son extension. Tout ça en, allez, pas 2 minutes, mais en 3 minutes, c'est plutôt pas mal. On va passer à la rubrique des jeux qu'on aime bien, qu'on veut présenter, mais qui ne méritent pas non plus une place trop importante parce qu'on n'a pas trop de temps, quoi. Mais on en parle quand même, c'est la rubrique en bref. Alors, ce soir, en bref, on va faire un jeu qui va nous rappeler une période qui vient de se terminer, c'est la période des soldes. Donc, on va vous présenter Sold Out. Sold Out, c'est un jeu de Diptyque. C'est une maison d'édition qui a fait Police City et Gang City, donc une toute petite maison d'édition. Il est sorti en 2014. C'est à partir de 6 ans pour de 2 à 10 joueurs. Et les parties durent entre 3 et 10 minutes, à peu près. Donc les auteurs sont Fabrice Arcas et Guillaume Pécose. Ils ont fait aussi un autre jeu qui s'appelle Vignoble. Et il est illustré par Damien Catala, rien à voir avec Bruno, ouais. Qui a aussi, lui, illustré déjà Contrée Fabuleuse. C'est un petit jeu donc qu'on va pouvoir retrouver dans les 15 €. Donc là, on est vraiment sur un party game simple, facile, qui va mêler rapidité et un petit peu de mémoire. Donc voilà, donc on va pouvoir y faire durer le plaisir des soldes. Le jeu, c'est juste des cartes. Donc on va avoir 2 types de cartes. La liste des achats. Donc là, on va avoir des cartes avec un chariot. Donc celles-ci rapporteront 1 point. Celle avec 2 chariots, 2 points. Donc dans celle à 1 chariot, il va y avoir 3 vêtements. Et dans celle à 2 chariots, il va y avoir 4 vêtements. Et on va avoir ensuite les fameuses cartes vêtements. Donc là, pour jouer, c'est très simple. Chaque joueur ou chaque équipe de joueurs, ça dépend combien on est et comment on s'organise, prennent une carte, un chariot et 2 chariots. Il faut les 2 cartes, on les met côte à côte, on les révèle. Et donc là, ça correspond à notre liste d'achat. C'est ce qu'on va devoir trouver et dans l'ordre qui est imposé par les cartes. D'accord. On a ensuite au préalable préparé nos petits rayons de magasins ou nos différents petits magasins. On va avoir fait des tas de cartes de vêtements au hasard complètement et on va avoir posé ces tas de vêtements. On va en faire une dizaine et on va les poser sur une table dans une pièce à côté ou sur des chaises ou disséminés aux 4 coins de la maison. Donc en fait, quand le jeu va commencer, on va tous partir, on va aller chercher un petit paquet, on va fouiller dedans et donc il va falloir trouver le bon vêtement et le ramener ensuite à notre chariot, à son chariot, exactement. Donc voilà, les règles sont vraiment toutes simples. Les cartes sont assez alambiquées des fois pour pouvoir confondre peut-être un t-shirt avec un col V ou un col rond, celui avec la petite poche, la chemise avec la petite poche et celui sans petite poche. Donc voilà, il va falloir faire attention à certains détails. Ça va demander des fois de revenir à son point de départ pour remettre le vêtement et puis rechercher le bon vêtement. Et donc voilà, c'est vraiment tout simple et très rapide. Les points, on les marque à la fin, une fois que la première équipe qui a terminé, on vérifie qu'il a bien tous les vêtements qui sont OK. S'il a marqué tous les points, il marque 3 points.
Si il s'est trompé, il ne marquera qu'un seul point quand même, mais il marquera des points. Et les autres joueurs, eux, comptabiliseront aussi leurs points sur leur carte, et s'ils ont réussi à remplir au moins un chariot, ils marquent un point pour avoir rempli ce premier chariot. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, et il y a à peu près 6 variantes, donc 7 façons de jouer dans la boîte qui est donnée, et on peut encore en inventer d'autres. On peut le faire sur le thème des chaises musicales, par exemple. On peut faire, par exemple, on pose les listes d'achats en long sur la table et on joue tous en même temps avec la même liste d'achats. Et donc, il y a une équipe qui va jouer avec la ligne en haut. Donc, dès qu'on aura trouvé un vêtement, on va le poser en haut et l'autre équipe va les poser en bas. Donc, voilà, par exemple, on peut varier. Donc, c'est assez drôle. Donc, ça, c'est un petit jeu qui est assez rapide, qui est assez sympa, qui fait continuer le plaisir des soldes et la frénésie des soldes. À utiliser en famille, entre amis, mais aussi en centre de loisirs, collectivité, ce genre d'endroit s'y prête plutôt pas mal. Donc on rappelle, le jeu s'appelle Sold Out. Et c'est un jeu... C'est un jeu diptyque. Diptyque. Diptyque, petite maison d'édition, et puis c'est une quinzaine d'euros à peu près. Merci beaucoup Yann. Donc... Tant qu'on est dans les présentations courtes et les gens qui ont des choses intelligentes à dire, maintenant que tu t'es un petit peu repris, Damien, tu vas pouvoir nous faire ton billet d'humeur. Oui, ce soir, j'ai envie de vous parler des clichés qui nous empoisonnent la vie de tous les jours. Quand les gens s'arrêtent aux apparences et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Avance, non mais avance, forcément, c'est une femme qui conduit. Tiens, je savais pas quoi t'offrir, alors pour votre PAX, je vous ai pris l'intégrale de Dalida. Vous aimez bien, vous, Dalida, hein, les gens comme vous. Allez, c'est encore bouché, parce que forcément, en septembre, c'est les grèves. Et le temps que j'arrive, il sera 16h, et la préfecture, elle sera fermée, parce que ce sont des fonctionnaires. Non mais je te jure, c'est pas avec Marine que ça arriverait, tout ça. Oui, parce que ça aussi, c'est un cliché. Parce que pantoufler au Parlement européen à 11 000 € par mois quand on est anti-Europe, ça sent pas la révolte qui gronde. Bref, tout ça, on l'a entendu tenter plus. Alors, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais on l'a tous dit un jour, nous aussi. Oui, mais nous, c'était pour rire. Ah, la Libye du rire. Vous savez, moi, j'ai bossé de temps en temps à la fête de l'UMA, quelquefois, pendant le festival, mais aussi avant et après. Eh bien, promenez-vous le soir, la veille de l'ouverture, dans les allées du parc de la Courneuve. Je peux vous dire, vous n'entendrez jamais autant de blagues racistes de toute votre vie. Oui, mais ça va, nous on est de gauche. Ah bah alors si vous êtes gauche, alors ça va. Mais je crois que le plus marquant, c'est quand j'en ai été moi-même victime à mon tour. Bon, forcément, je suis fainéant, je suis armé et j'ai toujours su où se cachait Yvan Colonne. Ça, c'est la base, je suis corse. Mais un jour qu'on se retrouvait autour d'un verre avec les copains, Mimi nous lâche comme ça. Ah tiens, en fait, Mathilde et Julien se marient, faut leur faire un cadeau. Ils sont joueurs, toi Damien, tu dois avoir une idée. Et là, une demi-douzaine de personnes se tournent vers moi et attendent que la parole divine sorte de ma bouche. Et c'est là que c'est le cliché, parce que oui, eh bien, on est tous joueurs, mais moi je joue aux jeux de société, Mathilde elle fait du GN et Julien il fait des tournois de Magic. Alors en gros, vous me demandez de faire du vin rosé en mélangeant du blanc et du rouge. Eh ben non, c'est pas possible. Ça a l'air d'y ressembler, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors pour mieux comprendre les joueurs, non pas en tant qu'individu, mais en tant que caste que tout oppose, laissez-moi vous parler du quotidien du joueur de jeu de rôle face à celui du jeu de cartes, du lanceur de dés face au collectionneur, du hasard face au deck building, bref, de Mathilde face à Julien. Un jour, on devait se faire un resto. Mathilde a dit, bah, gare-toi là, il y a une place. On va marcher un peu, puis on trouvera un truc qui nous plaît. Julien a dit non, on se gare rue Saint-Joseph, c'est là où il y a le plus de restaurants, donc logiquement c'est là où on a le plus de chances de terminer la soirée quoi qu'il arrive, et on sera bien content que la voiture soit juste à côté. Bon, sur ce coup-là, il avait raison, mais on a fait 7 fois le tour du pâté de maison pour avoir la bonne place, et à chaque fois, pour passer le temps, à chaque feu rouge, eh bien, il ouvrait un blister magique en espérant trouver le troll de glace plus 5 en ésotérisme. Il n'a eu que 7 élémentaires d'eau niveau 1 qu'il avait déjà 4 fois. Bref, une fois devant le menu, après avoir longuement parlementé avec la serveuse, Mathilde prend au hasard le plat du jour pour voir. Julien, lui, il a pris une entrée à la carte plus le menu plat dessert parce que combiné comme ça, eh bien, ça fait 2 fois plus de choix, et en gardant la boisson gratuite qui est offerte en début de repas pour la fin du repas, il a eu 2 cafés, ce qui lui a donné assez d'énergie pour durer toute la soirée. En partant, Julien a fait le combo ultime. Il a sorti sa carte Sésame qui lui offre 3% de réduction sur le repas. Il a sorti sa carte de fidélité qui lui offre 100 points supplémentaires et une paella gratuite la prochaine fois. Il a sorti sa carte bleue qui lui a permis de payer. Mathilde, elle a fouillé au fond de sa besace et entre 2D8 et 3D20, eh bien, elle a fini par trouver quelques pièces pour le service. Donc, vous me demandez de trouver quelque chose qui plaise aux deux, c'est-à-dire quelque chose de très réfléchi, mais dû au hasard, quelque chose, je dirais comme si on faisait son deck comme on bat les cartes à la belote, ou comme si dans une campagne de GN, d'un coup on troquait son D12 contre une table des hasards de loup solitaire. Et vous demandez tout ça au mec qui ne jure que par le cube en bois, dont les dés ne dépassent pas 6 faces, et les cartes servent à tout sauf être combinées entre elles. Alors là, j'ai réfléchi, j'ai soutenu le regard de chacun et j'ai dit, bah une machine à raclette.
C'est bien ça, une machine à raclette. C'est vraiment le cadeau qui fait plaisir à tout le monde et puis qu'on aime ressortir régulièrement. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que Julien et Mathilde sont mariés. La machine à raclette est à la fois au fond d'un placard et sur le bon coin, comme il se doit. J'ai voulu la racheter à un moment, histoire de me racheter quoi, et de leur faire de la place dans les placards. Et puis j'ai réfléchi. J'ai préféré attendre et j'ai attendu jusqu'à la pendaison de crémaillère pour pouvoir leur offrir un vrai cadeau, utile cette fois-ci, qui réponde à leurs attentes et à leurs envies. Et puis finalement, sur un coup de tête, j'ai préféré leur offrir une pirade, mais j'ai peur que ça fasse un peu cliché. Très bien Damien, merci beaucoup pour ton billet d'humeur. Et après ça, il va falloir enchaîner. On va continuer nos présentations de jeux. Et cette fois-ci, c'est Yann qui va s'y coller. Okay. Tout de suite, dans des Luds, on vous présente El Gotcho. Bon, j'espère qu'ils n'y verront que du feu, et que ça passera comme une lettre à la poste. Mais pourquoi il a décidé de faire grève juste un jour d'émission, c'est de voix off? Ah merde, ça enregistre encore. Vas-y Yann, enchaîne, vite. Merci Damien, j'ai l'impression d'avoir un documentaire pourri sur YouTube, tu sais. Comme le youtubeur a même pas de micro pour faire ses propres vidéos quoi. Je sais pas d'où ça vient, mais tu vas pouvoir me révéler donc le secret de ces voix documentaires là où c'est Google Trad, non? C'est affreux. Ouais, c'est des logiciels comme ça, il a fallu remplacer la voix off, elle faisait grève, moi j'y suis pour rien. Bah non, on choisit pas. Hein. Donc El Gotcho, rien à voir avec Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon ce soir, mais plutôt pas avec... Message caché. Non, pas de message caché, mais un petit clin d'œil quand même, un gros clin d'œil, allez, tac tac. Et donc ce soir, non, c'est un jeu où on va incarner un baron du bétail. Du MEDEF. Donc on va incarner un baron du bétail qui va envoyer ses gauchos dans la pampa pour aller capturer autant de bœufs que possible. Ça, c'est le speech d'intro du jeu qui va nous plonger un petit peu dans l'ambiance. Donc ça, c'est un jeu qui est édité par Argentum Verlag qu'on connaît pas très très bien de notre côté de la frontière, mais qu'on a la chance d'avoir par chez nous parce que c'est distribué par Atalia. Absolument, et ils ont des très bons jeux toute manière et un très chouette catalogue. Donc ça, c'est un jeu donc qui est édité par eux-mêmes, Argentum Verlag, qui s'est créé par Harve D. Fuller, qui a fait Pagode et forcément d'autres jeux, mais qui n'ont pas forcément passé le Rhin. C'est illustré par Denis Lohausen. Donc lui, on peut le retrouver sur des jeux comme La Gloire d'Odin, Les Voyages de Marco Polo, Clochemerle et beaucoup d'autres encore. Même, il y en a un que tu as présenté tout à l'heure, je crois que c'est où il y avait un rapport avec lui. Enfin bref, on le retrouve un peu partout. Et donc on va avoir un petit peu... Ah oui, je voulais vous dire aussi que c'était un jeu dans une 30aine d'euros pour de 2 à 4 joueurs et à partir de 10 ans. D'accord. Pour une petite heure de jeu à peu près. Donc le principe, ça va être de collectionner, de faire une collection de bœufs de la même race dans un ordre croissant ou décroissant. Comme ça, on va pouvoir marquer des points. D'accord. De cette manière-là. Comment on marque les points? On va comptabiliser le nombre de bœufs dans notre série que l'on a, en multipliant ça par la plus grande valeur, parce que les bœufs ont une valeur qui va de 1 à 12, et celui qui a la plus grande valeur dans sa suite, on va prendre ce dénominateur et le multiplier par le nombre de tuiles. Donc si notre meilleur bœuf il a 12 points par exemple, et qu'on a 3 tuiles, on va faire 3 fois 12, on marque 24. 36 points. 36 points. C'est comme si dans Descendance, le jeu était trop simple et qu'on se disait tiens, si on se faisait un 6 qui prend entre 2 tours de jeu quoi. Ouais. Et donc là, on va donc avoir des dés un petit peu aussi dans ce jeu, donc des dés qui vont servir à faire des choix, qui vont nous permettre de faire des choix. On va avoir des bœufs dans la pampa et on va avoir le ranch devant nous. On va pouvoir on va pouvoir choisir des actions. Donc on a 3 actions à peu près à faire à chaque tour. Donc d'abord on va choisir sur les dés, on va choisir 2 dés qui vont nous servir de valeur de ressources, de valeur d'échange. À la suite de ça, on va pouvoir placer des gauchos sur les fameux bœufs. Donc les bœufs ont 2 valeurs, une petite valeur et une grande valeur. Si notre dé a la grande valeur, on va pouvoir le placer debout. Si on n'a que des dés avec des petites valeurs, on va pouvoir prendre sur la carte avec la petite valeur et le placer couché. Et donc là, le bœuf, il va être réservé, mais on va pouvoir se le faire piquer.
On a aussi un troisième type d'action qui est possible, c'est de positionner notre gaucho sur le ranch. Donc le ranch est découpé en 6 petites parties, donc qui vont de 1 à 3 pour les 3 premières actions, et de 4 à 6 pour pouvoir positionner son gaucho sur les actions suffisantes. Donc pour faire un petit tour d'horizon, on peut augmenter par exemple la valeur d'un lot. On peut ajouter un dé virtuel de la valeur de son choix à sa main, qui va nous permettre d'aller chercher des bœufs peut-être beaucoup plus chers. On peut aussi intercaler un bœuf dans une série, parce que oui, ça j'avais oublié de vous le dire, mais une fois qu'on commence une série, on est obligé de la continuer toujours dans le même sens. Si on a une tuile qui ne s'intègre pas dans la série croissante ou décroissante, et ben du coup, on est obligé de vendre et de recommencer une nouvelle série à partir de ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc là, ce petit pouvoir va nous permettre de rajouter des bœufs sur notre série. D'intégrer sa tuile sans... Exactement, et de pouvoir ramasser beaucoup plus de pectoles à la revente. On va aussi pouvoir voler un bœuf chez son adversaire. On va pouvoir relever un des gauchos qu'on a mis justement préalablement de façon couchée. On va pouvoir là le relever, ou alors on va pouvoir même enlever un gaucho couché d'un adversaire et mettre le sien à sa place. Donc ça peut être un petit peu sournois. Et la dernière action, ça va être d'aller chercher un bœuf dans la pioche. Voilà, il y a une petite pioche où là on va aller chercher un bœuf, on tire 3 bœufs, on en choisit un et puis on remet les autres correctement. Donc c'est un jeu quand même relativement simple, mais qui va être un petit peu vicieux parce que il y a beaucoup d'interactions en fait. Dès qu'on va commencer à placer ces gauchos sur les différentes actions, ça va forcément enquiquiner un joueur adverse. Bah c'est ça, c'est il y a forcément des actions qu'on aura tous envie de faire, enfin pas forcément au même moment, mais à un moment dans l'histoire, on va avoir besoin de faire la même. Et ben, c'est surtout qu'on va pouvoir essayer de couper les pattes de son adversaire en, par exemple, réservant un bœuf qu'il voulait ou lui piquant un bœuf qu'il avait réservé déjà et en lui supprimant. Ça peut être méchant. Donc ça peut un petit peu grincer des dents encore. Alors, pourtant, il est familial et c'est vrai que c'est un jeu, quand ils mettent 10 ans, oui, avec plaisir, on peut faire... Voilà, on peut initier des jeunes à un jeu un petit peu de placement, de gestion quelque part, parce que là on va devoir gérer, finalement on va choisir ses dés, c'est un jeu de choix de dés et de gestion de ses dés et de placement. Et donc on va pouvoir y initier des enfants à ce type de jeu, et ça c'est assez plaisant parce que ça coule, une fois qu'on a intégré les règles et qu'on a fait quelques tours, ça coule vraiment tout seul. Oui, puis là, c'est logique. Moins de 10 ans, il conseille au plus de 10 ans, parce que moins de 10 ans, c'est pour la violence du thème. Les vaches, c'est super violent, en fait. Ça saute aux yeux, quoi, quand on voit le plateau. Mort aux vaches. C'est vrai. Et on pense toujours que les taureaux n'aiment pas le rouge, c'est ce qu'on dit. Et en fait, c'est les vaches qui n'aiment pas le rouge. Les taureaux sont juste furieux qu'on les prenne pour des vaches. C'est tout. Donc, El Gaucho, un jeu, tu l'as dit, de... El Gaucho. Un jeu de Argentum Verlag, distribué par chez nous, par Atalia. Qu'on remercie, parce que c'est vrai que des jeux comme ça, moi, ça fait partie... Enfin, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu penser à Marco Polo, dans le sens où on a des actions prédéfinies par des lancers de dés, et ça j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Cloche-Merle et de Descendance, et je retrouve bien l'ambiance sur le plateau. Donc, c'est vraiment un jeu qui, moi, m'a parlé et me plaît énormément. Graphiquement, il est très réussi, c'est clair. Sur le plateau, on a tout qui est bien disposé. Ouais, tout est bien mis pour s'y retrouver. Non, c'est vraiment une réussite en tout cas. C'est un bon petit jeu. Et pour 30 €, franchement, ça va. Exactement, merci beaucoup. On va faire la 3e pause musicale, même si on approche de la fin de l'émission, avec Steely Dan qui va nous chanter du Hey 19. Ah, mais quel est le rapport avec le jeu qu'on vient de présenter ? Bah exactement, Damien, je me demande bien. Eh bien, parce que c'est l'album El Gaucho. C'était les 2e et 4e lundis du mois sur Plume FM. Des luttes et des plumes, on est ensemble jusqu'à 23h30, soit pas loin d'une dizaine de minutes. Et une dizaine de minutes, pour ce qui nous restait à dire, c'est largement suffisant, puisqu'il nous restait un jeu à présenter ce soir. Et c'est toi, Damien, qui t'y colle. Salut, c'est la voix off de Deluxe.
Inutile de me chercher, je fais grève. Mais même si l'émission est nettement moins bien sans moi, je vous laisse quand même avec vos rubriques habituelles, et notamment un jeu présenté par Damien. Ça s'appelle La Fureur de Dracula par Fantasy Flight Games et donc Asmodée, un jeu de Stephen Hand remis à jour par Kevin Wilson, puis Frank Brooks pour cette 3e édition, sortie fin 2016. Plus d'une vingtaine d'illustrateurs pour nous plonger dans cette sombre Europe de la fin du 19e siècle pendant 2 à 3 heures de jeu, pour peu que vous soyez 2 à 5 joueurs de plus de 14 ans, avec dans les poches une 60aine d'euros quand même. Rassurez-vous, niveau matos, vous en aurez pour votre argent. Parce que oui, c'était un jeu de société, donc il y a un plateau, il y a une immense carte de l'Europe, façon Ticket to Ride du monde des ténèbres, quelques tuiles, dégâts, morsures, désespoir, tempête, etc. Mais surtout, comme on est chez FFG, il y a des figurines à l'effigie de nos personnages et beaucoup de cartes. Il y a des cartes pour déplacer Dracula, pour nous jouer des mauvais tours, pour se défendre, pour se battre, pour s'enfuir, pour se rencontrer, ramasser des objets, bref, plus de 240 cartes, toutes catégories confondues. Alors, l'idée, c'est que Dracula se promène à travers l'Europe et les chasseurs lui courent après. Plus le temps passe, plus le marqueur de temps avance et plus il renforce son pouvoir jusqu'à emporter la partie. Donc, de leur côté, les chasseurs doivent organiser au mieux et au plus vite leur traque, grâce à des indices, volontaires ou non, laissés par le Seigneur des Ténèbres. Alors, à l'oral, on ne le voit pas, mais j'ai écrit Seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Voilà, ça c'est juste pour faire remarquer l'effort d'écriture. Donc, Dracula, lui, va voyager de ville en ville, en plaçant à chaque fois sa carte destination face cachée sur une piste de déplacement. Sur cette carte ville, il rajoute une carte rencontre, un piège qu'il nous tend si il se trouve dans la même ville et qui peut même devenir un sbire à sa solde si on ne lui tombe pas dessus rapidement. Les chasseurs, eux, usent de leur capacité spéciale, obligés Dracula à révéler sa présence dans une zone définie, guérissent des blessures, etc., se déplacent, ramassent des choses et se préparent pour l'affrontement à tout moment. Parce que oui, c'est cool si on tombe sur sa carte ou si on découvre sa piste. Dracula est obligé de nous le dire, mais ça veut dire aussi qu'on est obligé d'affronter le cadeau empoisonné laissé sur son passage. Et parfois, on voulait juste aller dans la ville à côté, refaire le plein, et on n'avait pas vraiment prévu de faire une halte et de se battre ici. Alors pour les combats, eh bien, on laisse tomber les dés de l'édition originale, car les pictogrammes qu'on va opposer pour résoudre l'escarmouche sont cette fois-ci directement sur les cartes de chaque partie que chaque partie engage. Comme ça, si t'es mordu et ou si t'as pas prévu ton kawaii en cas d'averse d'eau bénite, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même et pas au dieu du hasard. Alors, on compte les dégâts, on recommence, on meurt ou on fuit lâchement et le jeu continue. Dans la théorie, c'est ça. Parce que dans la pratique, si on arrive parfois assez vite à cerner Dracula ou à anticiper son passage prochain sur tel ou tel endroit, on peut pas non plus jouer dans la précipitation parce que les joueurs sont à l'autre bout du plateau et qu'il faudrait mieux attendre qu'il fasse jour pour mettre son compte au compte. Et finalement, de temps en temps, vaut mieux détourner le regard et siffloter tranquillement une tresse de gousse d'ail autour du cou plutôt que de tomber sur le vampire mal préparé et mal équipé. Et donc parfois c'est long et parfois c'est très très long d'attendre le bon moment et le bon équipement. Alors j'ai joué ce jeu avec entre autres les mêmes personnes que sur les lettres de Whitechapel qui pour moi m'avaient beaucoup plu pour le coup, mais c'était pas forcément l'avis général. Et parce que oui, pour certains en fait dans l'idée c'était Jack s'amuse et les flics s'ennuient. Et bien ici, contrairement à Whitechapel, il n'y a pas de base historique, heureusement d'ailleurs, sinon je jouerais plus aux Aventuriers du Rail Europe, c'est trop dangereux. Mais il y a un réel équilibre entre les personnages, entre Dracula et les sbires d'un côté, entre les chasseurs de vampires de l'autre. On ne sait pas dire qui de l'un ou de l'autre des deux camps doit périr, mais on ne sait pas non plus qui pourchasse l'autre, qui traque l'autre. C'est cool, j'ai démasqué Dracula dans une ville, venez les mecs, on le bute. Ouh, il y a quelqu'un ? Pourquoi il fait tout noir ? Mais pourquoi vous êtes à 3 jours de train de moi ? Comment ça, j'affronte Dracula tout seul ? Bon, c'était un guet-tapant. J'ai plus qu'à sortir mon crucifix, ma gousse d'ail et à croiser les doigts pour que le soleil se lève très vite. Voilà, en gros, donc un jeu qui met tout le monde d'accord, ou tout du moins sur un bon pied d'égalité. Pas d'ennui, mais des moments de plus, on va dire, réflexion et d'autres plus d'action. Et là, pour le coup, et contrairement à Whitechapel où tu as parfois l'impression de faire une battue, il faut vraiment que chaque perso soit incarné par un joueur différent, histoire de bien exploiter toute la richesse du jeu et les spécificités de chaque personnage. Et un dernier conseil, pour bien profiter de la partie et pas finir la soirée avant même le coucher du soleil, choisissez un bon Dracula, histoire que ça dure un peu plus longtemps. Voire même 2 bons Dracula, parce que bon, normalement il y en a qu'un dans la partie, mais maintenant que vous savez tout et que vous êtes prévenu, eh bien comme un homme averti en vaut 2, voilà, vous êtes 2 fois plus nombreux. Mais ça, dans ce cas, il faudra vraiment pour les chasseurs assurer vos arrières. Et en matière d'assurance, eh bien je crois que Dracula a un message pour vous. Salut, c'est Dracula. Mes dents, j'en ai besoin tous les jours. Alors, quand je me suis cassé les canines, c'était bien embêté. Heureusement,
j'ai pu m'en faire poser d'autres grâce à mon assurance Mafif. Mafif, mon assurance depuis près de 150 ans. Faut aussi, faites comme Dracula. Faut aviser la Mafif, la fureur de Dracula. Ah, mais je comprends en fait le nom du jeu, la fureur de Dracula. Voilà, c'est à cause des dents, quoi. C'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup, Damien. Donc, la fureur de Dracula, effectivement, j'allais dire moi aussi qu'il me faisait penser un petit peu aux lettres de Whitechapel sur le principe de track, où t'en as un qui avance caché. Scotland Yard, quoi. En semant Oui, ses indices. Mais voilà, le fait qu'on ait des pouvoirs qui l'oblige à dire t'es dans telle région ou dans telle région, le fait que quand on passe sur une de ces pistes, il soit obligé de te le dire, ça simplifie quand même les choses. Mais voilà, il y a d'autres choses compliquées à côté, mais c'est pas tellement sur la track, c'est surtout aussi sur le combat qu'il y a derrière. Donc mais quelque part, voilà, le trouver, c'est pas si dur. Très bien, merci beaucoup. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, et je sais que on a la chance d'avoir par ici dans la région un petit cheptel d'activités ludiques qui est, ma foi, très intéressant et très très bien fourni. Et puisqu'il nous reste du temps, c'est l'occasion d'en faire l'éloge. Alors moi je vais commencer avec LOL Game à l'Oudéac. Donc là ça a été une organisation sur toute la semaine, donc c'est du 10 au 18 février. C'est pour les 11-18 ans, quoi, c'est pour les jeunes. Et donc là chaque jour il y a un petit programme qui est organisé pour suivant différentes activités. Donc le jeudi 18 c'est jeux vidéo à la ludothèque. Le samedi c'est LOL Game, donc au gymnase du champ de foire. Et donc chaque jour il y a des activités un petit peu différentes sur le thème ludique. Mais moi, je vais continuer avec le festival d'Henbon, puisque l'association Onirium qu'on a reçu il y a 15 jours, donc leur festival se tiendra ce week-end, donc le 17 et 18, si je ne dis pas de bêtises, à Henbon, le festival du jeu. Et je pense qu'on retrouvera certains des chroniqueurs de l'émission. Ouais, j'ai réussi à avoir ma table d'auteur, donc en lettres d'or, j'en suis très content. Donc retrouvons Louis qui nous présentera ses protos. Alors c'est Onirium, l'association s'appelle Onirium et le festival s'appelle Ludicrea. Oui, Ludicrea, oui, pardon, je n'ai pas cité le nom. Oui. Et ils sont venus il y a 15 jours nous parler justement de ce festival. À Douarnenez aussi, place au jeu, donc 18 et 19 février. Nous avons là-bas aussi un événement ludique pour ceux qui se trouvent à cet endroit-là. Et nous avons aussi à Concoré les 12 heures du jeu. Donc voilà, le territoire est quand même le territoire est très bien fourni. J'en ai encore un. Si on est de l'autre côté du département, dans le 56, il y a, enfin pas tellement dans le 56, mais pas loin, il y a Saint-Nicolas-de-Redon, le 6e salon du jeu. Donc c'est beaucoup du jeu vidéo aussi, mais il y a une partie jeux de société, jeux d'ambiance, jeux musicaux. Enfin voilà, Saint-Nicolas-de-Redon, c'est aussi ce week-end. Donc 17, il y a des 18. tournois de Seven Wonders, il y a du loup-garou en soirée aussi, il y a ce genre de choses-là. Donc on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de choses à faire ce week-end. Donc là, on n'est que lundi, ça vous laisse largement le temps de vous organiser. Si vous voulez écouter la rediff qui est vendredi, eh ben, Dieu merci, c'est encore que demain. Donc ça vous laisse le temps de vous organiser. Donc il n'y a aucune raison pour que vous ne fassiez pas au moins une sortie ludique cette semaine. Ouais, si je dis pas de bêtises, en fait, ça doit être le vendredi et le samedi, le salon du jeu de Redon. Oui, donc, oui, parce que le centre de loisirs, il va vendredi avec les enfants. Voilà. Et si jamais vous avez rien à faire ce week-end, il y a aussi mon garage est vidé. Bon, je prends un petit peu d'avance sur le ménage de printemps. Donc voilà. De toute façon, t'es passé tout à l'heure, t'as montré, il y a des œufs bio à vendre, il y a plein de choses. T'as poulailler en fait déjà. Voilà, c'est ça. Il y a poule au pot ce week-end à la maison. Donc malheureusement, comme quand vous irez au salon, vous vous rendrez compte que toutes les bonnes choses ont une fin. L'émission touche à sa fin. On arrive dangereusement vers l'heure où l'on devra se quitter. Mais c'est pour mieux se retrouver dans 15 jours ou vendredi avec la rediffusion, ou bien pour pouvoir nous réécouter sur la page Facebook de l'émission DLDP 56 ou sur notre site internet jeker.sitew.fr où vous retrouverez toutes les rubriques, tous les interviews, toutes les présentations de jeux. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit coucou et à venir nous parler si vous le souhaitez. Effectivement, les interviews qu'on a eues ce soir, ce sont des choses qui sont enregistrées en festival. Vous les avez en intégralité sur le site, parce que là c'est des extraits qui ont été sélectionnés. Vous avez à chaque fois l'intégralité de l'interview qui est disponible sur le site. Voilà, et pour les gens qui souhaiteraient venir nous voir, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils auraient aimé venir nous voir mais qui n'osaient pas, je rappelle que l'émission est ouverte au public et que donc vous pouvez venir jouer avec nous, parler avec nous et donner votre avis sur les jeux, tout comme nous. Chaque joueur est légitime. Nous, on vous dit à très vite
très très bientôt. Merci à tous, je vous fais des gros bisous. On va se quitter en musique. Après La Fureur de Dracula, on va écouter Thomas Fersen qui va nous chanter La Fureur Dracula.